Bonjour Hugo. Bonjour Jean-Marie. Alors, deuxième épisode de notre entrevue avec Hugo Tormento, le meilleur submariner français et du monde, avec Max évidemment. Nous allons revenir sur l'année 2023, cette saison qui était différente de 2022, mais qui a commencé comme 2022, mais il y a eu des rebondissements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, alors elle a commencé pas forcément comme 2022. 2022, sur les chapeaux de roue, moi je venais d'arriver à Paris, je m'étais trouvé toute une structure et je m'entraînais vraiment comme un dingue. Là, elle a été plus compliquée. J'avoue que j'ai eu un petit passage à vide sur décembre-janvier en termes d'entraînement, un peu de baisse de motivation et autres. Donc il a fallu se remobiliser, mais on s'y est remis et on s'y est bien remis. Derrière, on attaque avec Uto, bien plus tard que 2022, fort heureusement, parce que c'était plus agréable et plus chaud. Ouais, Uto a été décalé en juin 2023. Et là, on s'était bien gelé, et là, c'était plus agréable, c'était chouette. Et par contre, avec du monde avec nous dès le début, et une belle bagarre avec les Frenchies. Donc ça, c'était bien cool, c'était une belle épreuve. Ouais. Vous avez une étiquette d'épouvantail parce que vous avez gagné toutes les Coupes du Monde depuis Cannes 2021, je crois. Oui, j'en ai gagné une avec Adrien entre temps. Et évidemment, le record pratiquement de 7 heures au championnat du monde avec une marge incroyable, ce qui fait que c'était peut-être un peu lourd à porter au départ. C'était un peu lourd à porter, ouais, parce que comme je disais, j'avais pas forcément fait l'hiver qu'il fallait, donc j'étais pas des plus sereins. J'étais pas des plus sereins en prenant le départ, et tout le monde qui était derrière nous et qui attendait beaucoup de nous, la famille, les amis, les sponsors, les gens qui nous soutiennent sportivement aussi. Donc c'était un peu de stress, mais en plus on a vu que les gars avaient fait un hiver assez incroyable. Alexis a beaucoup bossé, William a fait 2-3 sorties assez incroyables, un semi-marathon à 1h08 je crois, ou un truc comme ça. Il a des perfs assez costauds, un div à droite à gauche qui ont été belles. Matt a fait un bel hiver aussi. Il a trouvé un peu à retrouver son équilibre sur ses soucis alimentaires, donc il a réussi à être constant et solide sur tout l'hiver. Donc je connais la bestiole, et quand tout se passe bien et qu'il sait s'entraîner, il est très costaud. Donc non, c'était un peu de stress au départ de cette première Coupe du Monde. Oui, mais en fin de compte, quand on regarde les résultats, au niveau des hommes, la confirmation que les équipes françaises sont très fortes. Et que pratiquement sur toute la saison, la moitié du podium masculin, c'était des Français et des Suédois. Il n'y avait pas beaucoup de différence, c'était toujours un peu constant. Ouais. Et vous, sur la boîte, au plus haut, évidemment, et toujours avec 10 minutes, un quart d'heure d'avance. Et à chaque Coupe du Monde, ça se répétait ce scénario. Mais vous n'avez pas forcément la même stratégie sur toutes les Coupes du Monde. C'est vraiment comment ça se déroulait. On n'a pas toujours la même stratégie, parce que la stratégie elle s'adapte à la concurrence, au parcours. Uto, on savait pas trop où est-ce qu'on était niveau forme, surtout de mon côté, comme je disais. Et du coup, on s'était dit quelle est notre plus grosse force, c'était le trail. Donc on s'est dit bon, on tentera faire un tour en trail et derrière on verra ce qui se passe. Et en fait, on a fait, ça s'est passé. Donc une fois que c'était fait, plus ça va, plus ça saute. Je pense qu'en fait, le résultat à l'arrivée, il est pas vraiment significatif quand on regarde le temps, parce que après, je suis pas dans la tête des gars dans ce qui se passe derrière, mais tant qu'on est ensemble, on se bagarre ensemble. Une fois qu'on n'est plus ensemble et qu'on a abdiqué sur le fait de se bagarrer avec celui qui est devant, tu te bagarres avec celui que t'as à côté de toi. Donc c'est plus la même chose, c'est plus la même bagarre. Il se bagarrait peut-être plus avec la personne qui était à côté que nous qui étions devant. Donc le temps, il ne veut pas dire grand-chose. D'accord. Et le fait que vous soyez champion du monde cette année, depuis 2022, vous en avez profité pour faire peut-être d'autres courses que vous n'avez pas fait avant. C'est ça la différence par rapport à 2022? Vous étiez vraiment concentré sur les Coupes du Monde et sur les Championnats du Monde 2022. Là. Vous avez quand même pris un petit peu la foudre d'escampette pour vivre les aventures ailleurs. Ouais, on s'est servi un peu de la fame, si je puis dire, avec les championnats du monde. Le premier truc, c'est moi je suis calédonien, donc on a été invité par mon île pour faire
la première édition d'un superbe swimrun qui s'appelle le swimrun 42.2 NC. Et c'était une façon de commencer l'année qui était incroyable. Le parcours est monstre, tu cours dans une terre rouge. Allez voir leur site, les images sont fabuleuses. Je crois que j'ai même fait un article dessus, un compte rendu de course. Elles sont vraiment très belles et les organisateurs ont vraiment faim de faire quelque chose de bien là-bas encore pour cette année. Ouais. Ils y travaillent fort, là ils veulent refaire l'édition. Au début c'était prévu que ce soit tous les 2 ans et finalement ce sera tous les ans avec des petites nouveautés. Donc non, ça va être j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir et de voir si on revient faire un tour là-bas cette année. Donc on a fait celle-ci, derrière on fait Uto, après on décide de ne pas faire Engadine parce qu'on va aller aux États-Unis tester justement le circuit Odyssey Swimrun avant qu'on apprenne tous qu'il se fasse racheter ou qu'il s'associe en tout cas avec Oscillo. Oui, c'est un échange de participation dans le capital, donc c'est un petit mariage, on va dire. C'est un petit mariage, une petite fusion. Une fusion d'un commun accord. Donc on est parti là-bas. Malheureusement, on n'a pas fait la course. Ça c'est l'effet les intempéries. On ne peut pas tout maîtriser dans le sport d'outdoor. On s'est retrouvé le matin de la course avec un brouillard dingue à ne pas voir notre main au bout du Jura. Donc les gardes-côtes américaines ont débarqué avec leur gros bateau et ils se sont dit non, vous ne prendrez pas le départ. Ouais, et je pense qu'il ne faut pas trop négocier avec eux quand les Américains, les forces américaines disent quelque chose. T'as l'impression d'être vraiment dans un film à ce moment-là parce que tu les vois arriver. Ils sont 5 sur un bateau qui fait 35 mètres et tu te dis wow, c'est bon, tranquille, ça va se passer. T'as des rangers avec des pick-up qui sont là sur la petite île qui fait 20 mètres carrés. Ah non, on s'est dit vraiment à l'américaine quoi. Les gars ils arrivent, ils débarquent et vous ne passerez pas. Bon. Charge de revanche, je pense que tu as vu Lars. Oui, on a discuté avec Lars. Lars était déçu de nous voir là et de ne pas nous voir courir. Mais c'était quand même un bon moment, on a bien discuté, on a bien rigolé avec les communautés américaines, donc c'était chouette. Et pour le coup, on a quand même eu la chance, un jour et demi avant le départ, d'être sur les îles et de voir ce que ça nous promettait. Et je pense qu'avec une belle météo, ça peut être une très belle course. Très belle course avec... de tout, ça ressemblerait presque plus à un Uto, un parcours assez plat ou même un Trollenaise, un parcours assez plat avec du trail, pas trop de boss. Trollenaise je connais un peu moins quand même, mais Uto il y a une partie de route, il y a une partie de route là-bas aussi. Ça peut être un truc qui va très vite, et qui reste sympa quand même avec des belles lattes d'île en île. Et ensuite, derrière ça, on a enquillé sur Göteborg avec un petit stage sur l'été. On s'est tous retrouvés là, les Frenchies et la Suissesse d'ailleurs. Donc il y avait Savi, Alexis, Will, Eugénie. Mathieu n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il était sur un stage d'équipe de France en tant que kiné pour les jeunes de l'équipe de France de triathlon. Et il y avait Max qui était là avec nous. Il y a Désiré qui nous a rejoints. On a eu 2-3 Suédois aussi qui sont passés avec nous, donc on en a profité pour faire quelques repères sur le circuit des championnats du monde tous ensemble et finir par Göteborg. Petite course sympa, on a pu faire le vrai parcours cette année, c'était cool. Ouais, très belle cette course. Ouais, super course. Super. À Göteborg, il y a maintenant de très bons swimrunners et je dirais même que avant les meilleurs étaient sur Stockholm, mais maintenant ça a un peu changé. Ils sont un peu plus vers du côté ils sont plus côté Göteborg, hein. Il y a Max, il y en a il y a celui qui est l'homme le plus titré, je pense, si je dis pas de bêtises, mais c'est Adriel qui est là-bas. Il y a Amanda qui est un peu plus bas, mais de ce côté-là de la Suède aussi. Donc, il y a eu un shift un petit peu de... Il y a un shift, il y a Hélène qui est là-bas aussi, la boss de Arc. Avec toute sa communauté, donc il y a Sim Kochen, la célèbre coach de natation suédoise. Il y a tout un collectif. Ils ont une masse critique qui fait qu'ils ont un gros vivier. Ouais, un gros vivier. Mais ouais, un Göteborg, c'est un super entraînement pour ceux qui veulent tester du ultra technique. Là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de portions courues. C'est beaucoup du trail. De toute façon, ça s'est vu. Le début de course, nous, on s'échappe au début et en fait, après, on se perd. On fait une erreur de parcours et donc là, ils nous rattrapent tous, les 3 équipes, enfin les 2 autres équipes hommes et Adriel et Amanda. Et puis derrière, il se passe un fait de course. Je sais plus pourquoi, mais on arrive à s'échapper
s'échapper à nouveau et ça redevient ultra technique. Et là les deux goats, chèvres mais au sens propre, pas méchant, dans le sens cabri des montagnes, Ouais. Adriel et Amanda nous ont gentiment remontés et passés même, quasiment passés sur cette partie des îles qui sont ultra techniques. Et puis après, bon, après 25 et quelques bornes, là on a repris notre envol, mais c'était une belle course, bien sympa. Ouais, très bien. Et bientôt là, il y a la partie de la Coupe du Monde, du championnat du monde qui arrive, c'est ça? Et juste après, on a fait le championnat du monde à Otilo. Et c'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur pour la faire courte. Tu n'étais pas en forme du tout. Tu devais même pas faire les championnats du monde parce que tu étais cloué au lit. Cloué au lit, le Covid. Le Covid, je prends l'avion un peu en illégalité, en toute transparence. Le samedi, je suis confirmé plus Covid. Donc là, on tente le tout pour le tout parce que je voulais passer la zone à partir de laquelle tu es plus contagieux. Et donc, j'ai pu prendre le départ de la course et tenter la chance. Mais c'était pas gagné. Et vous l'avez fait encore en 7h38, c'est ça? 7h32, je crois. 7h32. Et cette fois-ci, on a vu un Hugo très très émotionnel à l'arrivée, qui serrait fort dans ses bras Max et puis son ami et puis ses parents, parce que c'était beaucoup de douleurs contenues, notamment parce que tu étais tombé sur ce fameux genou qui s'était... Kilomètre 20 là sur l'île de... J'ai mangé son prénom, mais l'île très technique où on engendre tout un tas de rondins. Je fais un faux mouvement, je fais une hyperextension de la jambe et en fait en faisant cette hyperextension, c'est très rapidement en fait t'as le fémur qui passe par-dessus le genou et qui vient taper sur le tibia. Et donc du coup ça m'a fait des espèces de fissures sur le haut du tibia. Quand tu as cet épisode où tu frappes en hyperextension ton genou, je crois qu'il y a sur une vidéo qui est filmée à au moins à 50 mètres, on entend un cri dans la forêt et c'était toi qui criais. Ouais, je tombe par terre. C'est incroyable. Je crie et même Mathieu et Tom s'arrêtent à ce moment-là au début de peur. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Puis après je leur dis mais avancez ou vous arrêtez pas. Et bon, finalement on finit par se relever, remarcher. Au début Max me dit oh calme-toi 2 secondes, réfléchis et souffle quand même, c'est sûr, tu tiens debout. Et on finit par se dire bon allez on tente et puis de fil en aiguille on est reparti. Ouais. Et figure-toi que moi je vous ai vu à un moment donné sur un entrée d'eau et vous deviez aller en direction d'une bouée et aller dans une baie qui était sur la gauche. Ouais. Et en fait Mathieu et Tom ont piqué vers la bouée, oui, au lieu de prendre à gauche de la bouée et directement aller. Et c'est là que vous les avez pratiquement tous rattrapés en natation. Ouais, c'est ça. Parce que vous connaissiez tellement bien la course que vous ne posiez même pas la question. Vous connaissez la course par cœur, vous n'avez pas fait l'erreur d'aller à la bouée. Ouais, en fait, ils ont précisé la veille qu'il y avait des bouées parce qu'il y avait eu un changement sur la Shitty Swim, notamment, où on ne devait plus passer à droite du caillou mais à gauche du caillou. Et en fait, on s'est posé 2-3 questions et on a demandé confirmation à leur gars si c'était des bouées directionnelles ou si c'était vraiment des bouées qu'il fallait prendre d'une certaine main. Et en fait, c'était juste pour confirmer l'orientation, mais il n'y avait pas de question de passage à gauche, à droite ou autre. Et notamment là, à cet endroit-là, la directive était juste de ne pas sortir sur les cailloux qui sont sur la maison qui est à gauche, parce que c'est une propriété privée sur laquelle on ne souhaite pas qu'on monte. Mais il n'y avait pas de souci de passer à gauche ou à droite de cette bouée, donc on a pris au plus court. Ouais. C'est bien de pouvoir étudier la course, poser des questions au briefing si vous avez le moindre doute. Et ça peut vous faire gagner des secondes précieuses. Mais de toute façon, à un moment donné, vous avez pris le lead et puis vous l'avez plus lâché, quoi. Ouais, à partir de là, on prend le lead. Après, on prend le lead, on leur remonte grâce à ce move-là. Sur les premiers mètres à pied, Matt prend une
tablette de sel et ça se bloque dans sa gorge, le sel se répand dans sa gorge et il se met à vomir du coup pour sortir parce que du sel dans la gorge c'est pas le top et du coup forcément là il a dû gérer ça à ce moment-là, donc nous on fait un gap à pied et puis après bon bah il a dû gérer cette partie-là, donc je pense qu'il a voulu un peu plus contrôler le pace parce que c'était quand tu vomis sur une course un peu longue comme ça, il faut aussi gérer l'énergie. Ouais. Et donc à la fin, on te voit sur la finish line, c'est toujours impressionnant. Moi, je suis photographe sur la finish line et je reçois les émotions en direct de nombreuses fois, et celle-ci était encore plus émotionnelle qu'en 2022 parce qu'on ne se rendait pas bien compte dans quelles conditions tu avais fait cette course, être champion du monde en étant malade cloué une semaine avant au lit et faire la course et encore faire 7h32, c'est tout bonnement incroyable. On s'est tous dit waouh, c'est un grand champion, simplement. Et ouais, c'était un moment c'était un moment émotionnel fort et c'est émotionnellement fort. J'ai beaucoup de doutes pendant une semaine et demie avant à cause de ce Covid. Énormément de doutes pendant la course, plein de moments où tu te bagarres toute la journée presque avec des idées noires pour pas bâcher et t'arrêter. Donc non, c'était ça plus la douleur du genou, c'était fort. C'était fort. Et là bientôt on va se retrouver de nouveau à Cannes. Hein. Yes. À Cannes, et puis après tu m'as dit que tu allais ailleurs. Cannes, après je pars à la Réunion, Summon Réunion, ça va être la 4e ou 5e année que j'y vais là, c'est un Summon qui est magnifique. Et puis l'année dernière ils ont mis un format 42 où on monte dans la savane et dans les roches volcaniques et rocailleuses, donc c'est une belle partie de plaisir côté trail. Le parcours est vachement chouette, puis on nager dans le lagon avec des beaux petits poissons de toutes les couleurs et les coraux, c'est quand même bien sympa. Donc on fait ça, derrière on se fait une semaine à la Réunion avec Max et à la fin je pars sur les îles Salomon dans le Pacifique parce que je vais représenter mon île, la Nouvelle-Calédonie, aux Jeux du Pacifique sur 2 épreuves différentes, l'aquathlon où ça va être une petite épreuve pleine de sang dans la bouche, comme on aime, 1250 mètres je crois à pied, 500 mètres dans l'eau et 1250 mètres à pied à nouveau. Donc full gaz, du lactique comme on veut et tout ce qu'on aime. Et pas vraiment d'ailleurs de mon côté. Et le lendemain, semi-marathon. Semi-marathon sur route, un bon petit semi pour tester la bestiole sur semi. C'est parfait. Et bon... Pour 2024, on repart sur les mêmes objectifs que 2023. On vous dira ça tôt ou tard. Pour l'instant, j'ai pas encore consulté mon impresario Max Anderson. Si vous l'avez au téléphone, demandez-lui pour moi, il répondra. D'accord. Écoute, merci encore Hugo. Merci. Et on fera peut-être d'autres petites vidéos comme ça au cours de l'année prochaine, puisque moi je suis souvent sur Paris aussi. Et ici c'est plutôt pas mal. C'est bien. Il fait beau à Paris, on dirait pas comme ça. Peut-être un peu trop beau pour un début de mois d'octobre, mais bon, c'est pas si mal. On va pas s'en plaindre, je préfère être en t-shirt qu'en doudoune, mais bon, pour la planète, c'est un peu bizarre. À bientôt. Ciao. Merci Hugo.